Allez, Brun, à toi. J'ai rien à dire. Bonsoir Michel. Bonsoir Francine. Bonsoir Patrice. Bonjour, madame. Je reviens vers vous pour vous demander où vous en êtes actuellement au niveau de l'ufologie. Donc Michel, toi tu as commencé à t'intéresser au phénomène OVNI en quelle année? Ah bah, Environ. dans les années 60, quand j'ai commencé à découper les premiers articles de journaux que j'ai pu trouver, ou même parfois des bandes dessinées. Ça m'intéressait. Et tu es toujours dans l'ufologie aujourd'hui Ah sans interruption? Ah non, non, non. Non, non, j'ai fait une petite parenthèse sémantique d'une trentaine d'années. J'avais décidé de laisser tomber ça dans les années 80, aux alentours de 84 par là. Bon, pour des raisons particulières. Et j'ai repris en 2013 pour d'autres raisons particulières. Non pas de l'ufologie, mais bon, pour des choses qui m'intéressaient de savoir. Mais en fait, bon, je suis un peu extrait de l'ufologie, disons classique. Je suis ni sceptique, ni croyant. On va me dire parfois que je suis un petit peu négationniste, mécréant, si on veut. Mais ça ne m'empêche pas de m'intéresser. Voilà. Très bien, merci Michel. Et Patrice? Moi, je m'y intéresse depuis 73, 74, 73, 73. Donc ça fait quand même une paire d'années maintenant. J'avais une certaine dose de croyance à l'époque. J'ai commencé à devenir sceptique, et on pourra rentrer dans les détails plus tard, dans les années 80. Aujourd'hui, je suis résolument sceptique. Et sceptique, ça veut dire que j'adopte la démarche sceptique. Ça ne veut pas dire que je suis dogmatique, je suis pragmatique. Donc je laisse une porte ouverte. Mais plus je m'avance en ufologie, plus je m'aperçois que la porte s'éloigne. Très bien. Est-ce que le fait d'utiliser maintenant la méthode sceptique est dû à une sorte de déception, d'amertume? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu deviennes, tu prennes cette démarche sceptique? Je ne suis pas déçu. Quand on s'intéresse au sujet, on ne peut pas être déçu. Parce qu'on apprend beaucoup de choses. Déjà, on rencontre des gens qui sont formidables. Ces gens-là s'appellent des témoins. Donc ils sont formidables. Ils vous font confiance. Ils vous parlent de ce qu'ils ont vu. Ils sont souvent perturbés. Quelquefois, on les réconforte parce qu'on arrive à trouver des explications. Et quelquefois, on n'y arrive pas. Avec les outils d'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que des observations anciennes, on arrive à les expliquer. On n'a plus toujours le contact avec le témoin, hélas. Hélas. Ou alors, ils sont décédés. Donc je ne suis pas déçu du tout, du tout. Ce qui a fait que je suis devenu sceptique, on peut en parler deux mots, comme ça on évacue le petit problème, c'est que je me suis rendu compte que ceux qui devaient être les maîtres, en guillemets, des gens comme des Jacques Vallée, des Jimmy Gueux, et j'en passe, des Fernand Lagarde, des Jean Tirode, des gens qui étaient, pour moi à l'époque, très pertinent parce qu'il savait faire les enquêtes, et pour moi faire une enquête c'est savoir la publier, c'est savoir l'écrire. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de conteurs, de talent, mais de conteurs. Et puis écrire un livre, finalement, je me suis rendu compte qu'il suffisait de piocher un peu à droite, un peu à gauche, et puis on arrivait à faire, si on est un peu un temps soit plus doué, on arrivait à faire une synthèse et on en faisait un livre tout simplement. Et plus on vendait du merveilleux, mieux ça marchait. Et cette situation, moi, ne me convenait pas. Donc, je me suis un peu comme toi, Michel, tout en restant dans l'ufologie, je me suis un peu éloigné des groupes ufologiques, de ce qu'on appelait à l'époque des ufologues, et j'ai travaillé seul. C'est-à-dire qu'on va dire que de 1980 à 90-92, j'étais seul. J'ai repris mes anciennes enquêtes, j'ai été voir d'autres témoins, j'ai modifié mon système d'enquête, parce que je me suis aperçu que bien souvent, en les relisant, j'avais dû influencer quelque part les témoins. Donc je me suis dit, il faut que je sois beaucoup plus neutre, il faut que je les laisse parler, que je ne les coupe pas. Et après, qu'il fallait que je recherche en tout un panel avant de dire si j'explique ou pas. Et le scepticisme est devenu comme ça. J'ai découvert ces outils-là, et je me suis dit, c'est les seuls outils, et encore aujourd'hui, les seuls outils qui peuvent nous permettre
peut-être demain, de résoudre le phénomène. Donc l'ufologie est devenue un mythe, j'insiste, sans m'écoler quelques-uns, mais c'est devenu un mythe, pas les ovnis, hein, mais l'ufologie est devenue un mythe de par les ufologues. Michel, de ton côté, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que si tu es maintenant plus que sceptique dans le phénomène ovni, c'est dû à de l'amertume d'avoir été trompé par des gens tels que Jimmy Dieu, par exemple? Trompé, moi non, mais en fait, non, de l'amertume non, parce que j'ai changé de... Enfin, j'ai changé de sujet d'étude, si on peut appeler ça une étude. Non, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été trop confronté à ce que je considérais comme Patrice entre guillemets, des maîtres, des pionniers, des gens dont on fait encore référence aujourd'hui pour appuyer des dires. Mais je les ai fréquentés, j'en ai rencontré plusieurs, et les uns et les autres. Bon, dans le tas, il n'y avait pas que du mauvais, j'ai rencontré des gens très intéressants, qui sont toujours intéressants aujourd'hui d'ailleurs. Mais j'ai surtout rencontré ce que j'appelle moi des charlatans de l'étrange, en fait, des gens qui utilisaient la matière ufologique, c'est-à-dire les témoignages et les témoins, qui les utilisaient comme matière à publication, à merveilleux, et puis pour se faire briguer, et puis se mettre au devant de la scène. Et ce que j'appelle se mettre au devant de la scène, c'est se jeter devant un micro et une caméra, chose que je fais exceptionnellement aujourd'hui, parler devant une caméra, parce que c'est un truc que j'ai horreur de faire. Et d'ailleurs, je boycotte tout journaliste et tout quémandeur d'interview, quel qu'il soit, quoi. Bon là, la situation est différente. Tu as dû toucher bonbon là. Ouais, j'ai touché beaucoup d'argent. D'ailleurs, grâce à l'ufologie, j'ai gagné énormément d'argent, bien sûr. Comme disait Jean-Pierre Prévost, des carottes, je m'en suis mis de côté. Ouais, non, ça c'est juste pour rire. Non, bon, j'ai changé d'optique. J'ai laissé tomber le côté, je vais voir les témoins, je les interviewe, je remonte l'enquête, j'essaye de vérifier tout ça. Non, ça n'a plus aucune importance pour moi. Déjà d'une part parce que ça ne m'intéresse plus. Et en plus, il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi, alors je préfère que ce soit eux qui le fassent. Moi, je m'intéresse à autre chose. Le côté un petit peu, comme disait Patrice il y a 2 minutes, l'ufologie est un mythe. Pour moi, c'est devenu pratiquement une religion. J'observe ça de l'extérieur et ça me permet de me rendre compte quels sont les mécanismes de la création d'une religion, comment les gens peuvent arriver à croire à tout et n'importe quoi, et surtout des trucs complètement ahurissants, alors qu'il suffit de la parole d'un seul homme pour monter une tribu qui suit et qui avale tout et qui agit en fonction des dires de cet homme, une espèce de gourou finalement. Ça ne vaut pas plus cher. Et donc ça me permet, si vous voulez, de faire un parallèle avec les anciennes religions, et je me pose plus maintenant trop la question de savoir comment ça a pu arriver, puisque on est en train d'assister à la mécanique de la création des religions elles-mêmes. Je ne sais pas ce que deviendra l'ufologie dans 30 ou 40 ans, ou même dans un demi-siècle, mais si ça continue comme c'est parti, si ça existe encore, mais ça sera autre chose. Oui. L'ufologie d'aujourd'hui déjà n'a plus rien à voir avec l'ufologie des années 80-90. Déjà, dans le milieu des années 80, l'ufologie commençait déjà à s'effondrer gentiment mais sûrement, avec des prétentions ufologiques internationales, avec des créations de fédérations. Bon là maintenant aujourd'hui on en est aux académies, c'est à crever de rire, mais bon c'est comme ça. Et bientôt ça sera le temple, et bientôt ça sera l'église, et ils vont se bouffer le nez entre églises. Bon, à la limite, moi je préfère observer ça de l'extérieur. Je suis pas très chaud pour, disons, pour prendre parti au milieu des églises. J'ai déjà bien assez de mal à porter l'étiquette de sceptique, alors qu'en fait je ne le suis pas, puisque je doute plus je doute plus de l'origine du phénomène. Bon, il y a un petit moment déjà, et maintenant, je dis tout le temps, par contre, si effectivement il devait se produire un jour une rencontre avec ce qu'on appelle des intelligences extérieures, c'est-à-dire que peu importe leur origine, hein, si ça doit se produire, j'aurais rien contre, je serais très content d'ailleurs, parce que ça serait quand même
quelque chose de très intéressant. Ce que je conteste, c'est le fait que tout ce que racontent les ufologues de l'ufologie bien pensante, tout ce qu'ils peuvent raconter et écrire, c'est du vent. C'est basé sur des on-dit, sur des rumeurs, sur des croyances, sur des fausses informations, sur des faux témoignages ou même des fois des faux documents. C'est très juste ce que tu dis, c'est très juste. C'est tout. Mais moi, je ne vais pas plus loin que ça. Je ne ferai pas de livres, catalogues qui recenseront X observations. J'ai publié aucune des enquêtes que j'ai pu faire, sauf une à la demande de Patrice Seret. Non, je ne ferai pas ça. Je ne pourrirai pas la tête du grand public avec des histoires à dormir debout. Et ça, la plupart des associations qui font des conférences attirent l'arigot et qui attirent le grand public au milieu de ces associations pour, en fait, au final, lui pourrir la tête avec des constantes ufologiques. Je trouve ça d'un ridicule je crois qu'effectivement, je crois que tu as raison. Il y a quelque chose d'important à souligner entre les années 80 et aujourd'hui. Entre deux, il y a eu Internet. Et ça a tout changé, absolument tout changé. D'une part, parce que dans les années 80, les informations elles circulaient lentement. Et puis, on avait à cœur d'aller vérifier sur le terrain. Avec Internet, les ufologues qui s'intéressent au phénomène, ils savent déjà tout. Ils savent déjà tout. C'est-à-dire, à partir du moment qu'il y a un témoignage, déjà, c'est un vrai, ça n'a pas de doute, ça ne peut pas être une lanterne, ça ne peut pas être ci, ça peut être ça. Déjà, d'entrée. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis pas mal de temps. Dès qu'il y a un témoignage sur le net, on n'en est plus à dire on va vérifier ou quoi. C'est établi, on sait. Ça rappelle telle ou telle chose, on connaît, voilà. Et ça, c'est un peu l'ufologie un peu faux-folle qui est partie comme ça. On n'en est plus à discourir du fait que y a un phénomène qui va se passer dans tel endroit ou tel endroit. C'est les extraterrestres sont déjà chez nous, les crop circles ce sont des messages extraterrestres, le gouvernement nous cache tout, le GEPAN il est là pour noyer le poisson, etc., etc. Alors on avait un peu ces histoires, je vais dire complotistes. Rappelle-toi à l'époque des Chaloupec, des Koutaines, etc., mais qui restaient très limitées, c'était des histoires, j'allais dire, de salons ufologiques. Aujourd'hui, c'est étalé sur le net et c'est devenu une vérité. Ouais. Et pour sortir de ça, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que je dis que Internet est un outil absolument formidable, mais qu'à là, c'est pollué par des gens incapables, et je m'en fous de me faire incendier, je dis bien incapables de faire le tri dans tout ça. Et je dis bien, hein, je vais me faire incendier, mais c'est pas grave. Hein. Non, mais ça, on s'en fout. Le problème n'est pas là, qu'on se fasse incendier, on commence à être habitué. Oui. En parlant d'incendie, tiens, une révélation à faire, j'ai un petit frère qui était sapeur-pompier à la brigade de sapeurs-pompiers dans son coin, là-bas où il habite, pas loin du Bugarach d'ailleurs, et qui a eu l'occasion de travailler, d'intervenir, surtout les fous furieux qui allaient se casser les jambes à essayer de grimper là-haut, parce que c'est quand même pas... C'est pentu. Oui, c'est pentu. Et ils ont publié, d'ailleurs je le mettrai en ligne, ils ont publié un calendrier à deux faces, c'est-à-dire un calendrier qui présentait l'année à venir, en 2012 je crois que c'était, qui présentait l'année à venir avec la catastrophe annoncée, d'accord, et l'année à venir que nous avons connue, c'est-à-dire que la catastrophe ne s'est pas produite, donc la prédiction de 2012 tombait à la flotte, mais ça les pompiers le savaient déjà, mais ça les a fait beaucoup rire. Ce qui les a fait moins rire, c'est les interventions qu'ils avaient à faire sur place. Ils ont risqué leur peau pour aller sortir des imbéciles qui s'étaient mis les pieds dans des trous, qui s'étaient cassé la jambe et tout ça. Donc les ufologues qui ont traîné cette histoire du Bugarach et ceux qui continuent aujourd'hui, moi je dis qu'ils sont totalement responsables de la casse. Et voilà. Et ça c'est juste un détail, parce qu'il y en a plein d'autres, des histoires comme ça. On parle du Bugarach, mais... je ne souhaite pas que ça arrive, mais ce qui pourra se passer à Valençol, je dirais, s'il se passe des choses, les ufologues en sont totalement responsables, comme ils sont totalement responsables des insanités qu'ils ont bourrées dans le crâne à un public nombreux depuis des dizaines d'années, et dans ces gens qui ont eu le crâne bourré, on retrouve aujourd'hui nos témoins d'aujourd'hui qui sont tout à fait au courant de toutes les constantes du phénomène ovni, qui sont capables volontairement ou involontairement, s'en inspirer pour témoigner de leurs observations.
Et dans les observations, ben, malgré tout, on pourrait dire ce qu'on voudra, mais il y a quand même pas mal de salades qui tiennent pas debout. C'est ça l'ufologie d'aujourd'hui.